Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, la newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Hello les devs et bienvenue dans le numéro 119 de Quoi de neuf les devs, cette semaine avec l'interview de Stephen Rees-Carter. Un grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de voir que vous êtes plus de 2200 à présent à suivre cette newsletter chaque semaine. Alors il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, mais en tout cas, l'audience continue à croître. Et ce mois-ci, sur les 30 derniers jours, vous êtes plus de 130 à avoir rejoint l'aventure Quoi de neuf les devs. Alors je vous remercie profondément et du fond du cœur pour tout ça, parce que ça compte énormément pour moi, ça représente beaucoup de travail et je suis très content de voir que cela vous plaît et que ça continue à vous plaire. À ce sujet, cette semaine, dans l'édito, je vous propose de participer à un petit sondage sur la, les changements qui pourraient intervenir dans cette newsletter. Alors, je vous rassure tout de suite, la newsletter, en tout cas sa version écrite, restera gratuite. Ça, je m'y suis engagé depuis toujours. Donc, il n'y aura pas de changement sur ça. Maintenant, effectivement, vu que c'est une activité qui me prend pas mal de temps, et ben, je trouve normal de devoir essayer de le monétiser, d'essayer de gagner ma vie avec, et peut-être pourquoi pas, si ça marche suffisamment bien, pouvoir quitter mon travail et me consacrer pleinement à cette activité, plus le développement en tant qu'indépendant et en open source. Ceci étant dit, euh, moi j'ai déjà réfléchi un peu à la question, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez de prendre un abonnement à cette newsletter. Donc, vous avez dû le voir, pour le moment j'ai déjà mis en place l'abonnement, mais il est parfaitement possible de continuer à suivre la newsletter gratuitement. Il suffit de choisir l'option gratuit et ça ne change rien pour vous. Si vous sentez le cœur de me soutenir en attendant qu'il y ait des contenus exclusifs, vous pouvez le faire en prenant un mois d'abonnement ou en prenant un an d'abonnement, en sachant que j'ai placé les tarifs au plus bas de ce qui était permis par Substack, c'est-à-dire 5 euros par mois pour un abonnement one-shot mensuel ou 30 euros par an, donc ça revient à 2,50 € par mois pour une année complète. À présent, je vous répète encore une fois la question que j'ai mise dans l'édito et où je vous donne un lien pour aller remplir un formulaire d'une question. Donc je ne vous demande vraiment pas beaucoup de temps. En l'échange de votre abonnement, donc avec les tarifs que j'ai indiqués juste avant, que souhaiteriez-vous comme contenu exclusif supplémentaire à cette newsletter? Le supplémentaire est très important, dans le sens où, comme je l'ai dit juste avant, la newsletter en elle-même restera gratuite. Il n'y a pas de mauvaise proposition, et comme je ne veux pas vous influencer, je ne vous propose aucun choix. Donc, c'est à vous de me surprendre. Donc, vous pouvez répondre en commentaire directement de la newsletter, en commentaire de ce podcast, dans le formulaire que je vous ai mis dans l'édito, sur mon compte X ou Blue Sky. Partout où je suis, en fait, vous pouvez me contacter à ce sujet-là, et même en commentaire de la newsletter, évidemment. Autre sujet dans cet édito, dans le numéro de la semaine dernière, le numéro 118, vous avez été 20 à répondre à la question: avez-vous du temps dédié à votre veille dans votre entreprise? Et voici les résultats. Vous avez été 35% à dire oui, 55% à dire non, et 10% à dire non, mais je vais demander. Ce qui veut dire que vous êtes 65%, donc 2 tiers environ, à ne pas avoir de temps dédié à votre veille dans votre entreprise. Bon, 35%, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Ça veut dire quand même que une personne sur 3 parmi vous a du temps dédié dans votre entreprise. Et après, bon, je n'ai pas poussé le questionnaire un peu plus loin pour savoir si vous aviez une heure dédiée ou une après-midi, voire une journée, ce qui existe dans certaines grandes entreprises américaines où ils ont 20% et une journée. Ça pourrait être intéressant d'avoir la granularité, mais en attendant, voilà, au moins on n'est pas à zéro, ce qui est déjà pas mal. Et comme je l'ai dit dans le numéro précédent, au final, c'est pas perdu pour l'entreprise qui vous propose cela, puisque ça vous permet de vous perfectionner sur des technologies qui peuvent vous intéresser ou intéresser l'entreprise. Il y a même des entreprises qui accordent la veille technologique en donnant les, comment dire, un périmètre
dans lequel vous allez pouvoir naviguer et explorer, parce qu'ils ne veulent peut-être pas forcément que vous ayez exploré des technologies qui ne sont pas du tout propres à l'entreprise, mais voilà, ça peut arriver que vous soyez dans une entreprise où vous avez un périmètre donné, et on vous dit, bah voilà, entre tel et tel techno, tel et tel framework, vous pouvez consacrer du temps pour votre veille technique. Et souvent aussi, ce qu'on retrouve, c'est que en échange de ce temps qui vous est accordé pour faire des tests, pour tester de nouvelles technos, de nouveaux langages ou de nouveaux frameworks, on vous demande un feedback, souvent vers une équipe. Donc c'est souvent une conf call qui se passe ou une réunion dans l'entreprise où vous allez restituer un petit peu ce que vous avez pu découvrir sur la techno en question. Par contre, pour celles et ceux qui n'ont pas cette opportunité de faire cela, n'hésitez pas à venir dans les commentaires de la newsletter et indiquer, selon vous, qu'est-ce qui bloque votre entreprise pour offrir cette opportunité, tout simplement. Bien, dans les news de la semaine, entre autres, on va parler de DICOM, on va voir après ce que c'est, Rust, CSS, Nuxt, ARPANET, et évidemment, comme je le dis à chaque fois, bien d'autres sujets encore, puisque là, vous le savez, la newsletter est assez conséquente. À présent, parlons de l'invité de la semaine. Cette semaine, donc, je reçois avec grand plaisir Stephen Rhys-Carter, qui est, si vous développez dans le milieu Laravel, vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a une newsletter qui s'appelle Securing Laravel, donc il parle de tout ce qui va graviter autour de Laravel et concernant la sécurité. Alors, qu'est-ce que Stephen nous donne comme conseil? Eh bien, il dit tout simplement, trouvez votre créneau et exploitez-le. Le développement est un domaine très vaste qui comporte de nombreux aspects différents, mais si vous essayez de tout faire, vous resterez bloqué. Déterminez les aspects que vous aimez faire et cherchez des occasions de vous concentrer sur ces aspects dans votre travail. Ces conseils sont à la fois pertinents et aussi placent un garde-fou à la tendance que l'on a, ou en tout cas que beaucoup d'entre nous ont, en tout cas moi je m'y reconnais un petit peu dedans, de avoir envie de développer plein de choses différentes, plein de side projects à gauche et à droite, avec... bon, moi je ne saute pas trop de technologie, je reste fidèle au PHP et Laravel, puisque c'est quand même ce que je connais le mieux. Mais il n'est pas rare de voir des personnes qui partent un peu dans tous les sens, et c'est vrai que ça peut être une erreur parce qu'on se disperse, on n'a pas beaucoup de temps disponible, surtout quand on travaille sur des projets perso, entre le travail qui prend entre 7 et 8, voire peut-être plus d'heures par jour, la vie de famille, prendre soin de soi, faire du sport, etc., il reste très peu de temps. Donc si ce temps-là, il est consommé à s'éparpiller sur plein de techno, ce qui peut être fun, il n'y a pas de souci, mais finalement vous allez gratter en surface plein de sujets, mais vous n'en maîtriserez pas les aspects. Et je pense que c'est ça que Stéphane veut dire, focalisez-vous sur quelque chose qui vous plaît vraiment, essayez de creuser, pourquoi pas de devenir expert sur le sujet, puisque ça vous aidera beaucoup dans votre carrière. Voilà comment j'interprète les conseils de Stéphane de cette semaine. Il est temps à présent de vous parler un petit peu de mes sponsors. Donc pour commencer, nous avons Clever Cloud, que je remercie évidemment de leur soutien pour la deuxième année consécutive. Alors Clever Cloud vous propose, parmi plein d'autres choses évidemment, sa gamme Materia, qui est une base de données serverless. La première disponible est Materia KV, une base de données clé-valeur. Elle est notamment compatible avec le protocole Redis. Donc allez voir, vous avez aussi des vidéos de présentation de l'équipe sur le sujet qui vous donneront un aperçu de ce que ça peut faire et comment ça peut vous rendre service. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mon deuxième sponsor est ScalarX de Christophe Casalagno, que je remercie également beaucoup, qui propose StackX, qui est le bouclier technologique anti-stress, 7 jours sur 7 et H24 pour vos projets LAMP. Quoi qu'il arrive, vous ne serez plus jamais seul. Et en plus, grâce à ce partenariat avec ma newsletter, vous pouvez bénéficier des frais d'installation d'une valeur de 145 € gratuitement. Comme Clever Cloud et ScalarX, vous pouvez afficher votre pub dans ma newsletter ou passer en audio dans ce podcast, tout simplement pour parler de votre société, de votre activité, de votre produit pendant 1 an ou 6 mois. La visibilité pour votre entreprise est garantie, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements.
Passons à présent à la rubrique des lecteurs. Donc le premier article s'appelle Découverte de DICOM, le format d'imagerie médicale. Partie 1, la structure. Fabien vous propose ici une plongée, avec oxygène je vous rassure, dans le DICOM, le format d'image médicale. Je vous conseille de vous accrocher parce que l'article est bien touffu, très complet, et il y a pas mal de matière grise à agiter, tel un orangina rouge pour bien suivre. Vraiment, c'est très 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 complet, et il y a d'ores et déjà une partie 2 qui est disponible, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Le deuxième article s'appelle Les étapes à suivre si vous voulez être sûr de louper votre apprentissage de Rust. Alors ça, c'est moi qui ai traficoté ce titre. En gros, c'est un article qui vous donne toutes les recettes pour foirer votre apprentissage de Rust, parce que, on le sait, Rust, il y a une petite courbe d'apprentissage qui est sympathique. Et donc cet article vous permettra de connaître tous les écueils possibles dans l'apprentissage de Rust, et il vous permettra donc d'aborder Rust et son apprentissage de façon éclairée. Et ça, c'est vraiment important. Alors, dans la rubrique Une brève histoire de l'informatique, qui a pris sa place maintenant toutes les semaines, on va parler du réseau ARPANET. Et donc, comme je le marquais dans mon introduction, aujourd'hui, on va découvrir enfin comment est né l'univers. En fait, on va se calmer tout de suite. Non, en fait, on va juste se contenter de découvrir quel est l'ancêtre de ce que nous appelons couramment aujourd'hui l'Internet, ou même les Internets. Je veux parler d'ARPANET. Et je fais tout de suite un branchement vers la section Mets ton casque avec le podcast de Nicolas Brondin-Bernard de Code Garage qui vous parlera de la différence entre Internet et Web. Quand j'ai écrit ce résumé d'article, j'ai failli marquer Internet, Web, etc. Et je me serais fait taper sur les doigts par Nicolas pour le coup. Et je vous invite d'ores et déjà à aller écouter son podcast qui dure pas très longtemps où il vous fait l'explication de ce qu'est Internet, de ce qu'est le web. Bref, revenons-en à nos moutons ou plutôt à notre ARPANET. Donc il y a un article que je vous propose qui s'appelle ARPANET, l'ancêtre d'Internet qui a changé le monde. Alors, qu'est-ce que l'on apprend dans cet article? Tout simplement qu'il y a plus de 50 ans naissait ARPANET, de l'anglais, alors attention, accrochez-vous avec l'accent, Advanced Research Projects Agency Network. Il s'agissait d'une véritable révolution dans le domaine de l'informatique et il fut le premier réseau de communication fiable et sécurisé entre deux ou plusieurs ordinateurs. Destiné tout d'abord à l'armée, le réseau ARPANET est l'ancêtre de ce qu'est Internet aujourd'hui. Alors, quand et pourquoi est né ARPANET? En fait, en 1966, en pleine guerre froide, le département de la défense américaine, le DoD, conçoit l'idée d'un réseau qui serait capable de résister à une attaque nucléaire. Et il devait relier les différents laboratoires d'ARPA, donc les agences pour les projets de recherche avancée de la défense, au site militaire. Qui étaient les personnes derrière la naissance de ce réseau? Alors, on a Joseph Karl Robnet, leak leader, informaticien, Robert Teller et Ivan Sutherland. Ils ont vraiment des noms pas faciles. Deux ingénieurs en informatique. Et donc, le 29 octobre 1969, Charles Klein, un étudiant de l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, membre de l'équipe de recherche, tenta l'envoi d'un premier message sur ARPANET. Ce message, constitué d'un seul mot, login, fut également la signature du premier bug réseau. Seules les deux premières lettres atteignirent l'ordinateur de destination, et une seconde tentative fut néanmoins couronnée de succès. Alors, en lisant l'article, vous apprendrez quels étaient les protocoles de communication utilisés par ARPANET. Il y avait notamment le protocole 1822, le NCP, Network Control Protocol, et par la suite, les protocoles TCP et IP. Alors, je vous laisserai prendre connaissance de l'article, parce que je ne vais pas vous dévoiler tout dans ce podcast, simplement parce que je ne vais pas lire tout l'article dont les auteurs ont quand même travaillé pour le faire, mais je vais vous donner quand même les grandes lignes restantes de l'article. Donc, comment les données étaient-elles transmises sur ARPANET? Vous saurez aussi comment ARPANET a-t-il évolué pour devenir Internet, comment ARPANET a-t-il influencé les communications mondiales, quelles étaient les premières menaces de sécurité sur ARPANET, et quel rôle ARPANET a joué dans le développement de la cybersécurité.
Donc vraiment, je vous conseille de prendre le temps de lire ce genre d'articles qui peuvent être un peu rébarbatifs parce que c'est des choses qui sont passées il y a des dizaines d'années, mais qui pourtant sont quand même les bases de tout ce que l'on fait aujourd'hui avec les ordinateurs, et c'est toujours intéressant d'avoir cette culture générale autour de des prémices finalement de ce qu'est devenu l'informatique, de la complexité qu'elle est devenue. L'article suivant s'appelle Balancing Text in CSS, et dans cet article, l'auteur, Ahmad, vous propose tout simplement de... Alors comment je vais vous résumer ça? De permettre via le CSS de calculer la disposition du texte, la répartition plutôt, voilà, sera plutôt correct, la répartition du texte sur plusieurs lignes, pour éviter par exemple que une phrase assez longue se coupe avec le dernier mot qui revient à la ligne. Donc l'idée derrière cet article, c'est de répartir correctement, si par exemple la phrase est découpée sur 2 lignes, de la répartir correctement et de façon équilibrée sur les 2 lignes. Vous verrez, c'est très intéressant, il aborde plusieurs techniques. Et c'est très complet, c'est du CSS pur, donc c'est pareil, c'est des bases à acquérir, même si par la suite vous utilisez des frameworks CSS tels que Tailwind ou Bulma ou d'autres. C'est toujours bien aussi d'avoir de bonnes bases dans le langage parent. Et puis on finit la section Le coin des lecteurs avec la petite annonce des promos qu'il y a chez l'ami Johan Dev jusqu'au 1er février, donc dépêchez-vous, il vous reste moins de 10 jours à présent. Vous aurez droit à moins 50% sur toutes ces formations en partenariat avec ma newsletter. Vous trouverez le code qui vous permet d'accéder à ces précieux moins 50% directement dans la newsletter. Et voilà, allez faire un tour, vous verrez, vous ne serez pas déçus, c'est des informations, des formations de qualité chez Johan, on rigole pas avec ça. Alors, vous savez déjà que sur cette newsletter, vous pouvez être sponsor, on l'a vu avec Clever Cloud et StackX de Christophe Casalagno tout à l'heure. Mais saviez-vous que depuis très récemment, vous pouvez devenir un mini-sponsor? Le mini-sponsor, c'est quoi? C'est vous payez moins cher que les sponsors classiques qui payent pour 6 mois ou 1 an, mais vous pouvez quand même être sponsor de la newsletter, c'est-à-dire que votre nom et le lien de votre site ou de votre produit apparaît quand même dans la newsletter, et ce, pour seulement 397 €, soit 8 fois moins que l'abonnement annuel en tant que sponsor. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par les canaux habituels. Et si à présent on faisait un petit peu le tour des réseaux. Donc cette semaine j'ai relevé quelques posts. Alors, évidemment, je ne peux pas faire un tour complet des réseaux parce qu'il y a tellement de news qui passent chaque jour que c'est délirant même. Mais voilà ce que j'ai retenu pour cette semaine. Donc on a l'ami Olivier Poncet qui a dans la rubrique la petite info du jour. Donc du coup elle se retrouve ici, mais vous en aurez une autre à la fin évidemment. Mais celle-là, je tenais quand même à ce qu'elle soit présente. Il y a 42 ans, le 19 janvier 1983, fut lancé le Lisa par la société Apple, précurseur du Macintosh. Il sera équipé d'un 68 000 à 5 MHz, 1 méga de RAM, un disque dur externe de 5 mégas, oui, 5 mégas, de 2 lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart, ainsi qu'un OS multitâche coopératif. Et ouais, à l'époque, on n'avait pas autant de gigas qu'aujourd'hui. Il y en avait même moins que dans nos téléphones. Bon, j'ai déjà parlé juste avant de Nicolas Brandin-Bernard et de Code Garage, mais a priori, il y a un super cours Node.js chez Code Garage, donc c'est DKP qui nous parle de ça cette semaine en disant qu'il a pu suivre le cours Node.js de Code Garage en 45 minutes pendant la pause déjeuner. Parfait pour un rappel ou une première découverte. Alors, vous pouvez aussi le faire en dehors de votre pause déjeuner, hein. Prenez le temps de manger tranquillement, de vous aérer la tête, mais si c'est jour de pluie ou que vous êtes coincé au bureau, pourquoi pas se faire une petite séance de prise de compétences chez Code Garage. N'hésitez pas, le contenu est de qualité également. Et puis ensuite, j'ai choisi de vous parler de QuizOps. C'est Papa Mika qui fait ça, et il a besoin de vous parce qu'il vient de lancer une bêta publique de son projet QuizOps. Donc allez voir, ça s'appelle quizops.net, un site avec pas mal de QCM sur plein de techno autour de DevOps, /IT, stats, profil, etc. Donc allez faire chauffer tout cela pour lui faire des super retours pour qu'il puisse corriger les éventuels bugs et implémenter les nouvelles fonctionnalités que vous pourriez lui soumettre.
Comme chaque semaine, je ne peux que vous recommander d'aller voir la newsletter de Beersteak, les ours de Beersteak, qui produisent une newsletter de veille nommée La Veille des ours, et je la recommande très 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 chaudement, parce que c'est aussi un concentré de ressources super intéressantes. Il est temps à présent de passer à la rubrique Tool Tips, et le premier article qu'on va trouver dedans, c'est Laravel, avec un E et un D à la fin. Et c'est un projet qui n'est pas encore réellement sorti, mais pour le moment, son auteur Vlad nous propose un peu de teasing en présentant un site qui va vous permettre de présenter vos projets Laravel, de les partager avec la communauté. Et c'est un projet qui est hébergé sur le cloud de Laravel, qui utilise les technologies Laravel évidemment, Laravel Livewire, Flux et Tailwind CSS. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour être prévenu de la sortie officielle du projet. Et à ce moment-là, vous pourrez partager vos projets que vous avez développés avec Laravel avec toute la communauté. Le sujet suivant, c'est SassyKit qui vous partage ses best practices avec Laravel. Et donc, ça va parler notamment de Fat Models Skinny Controllers, donc des modèles de données euh, avec toutes les fonctionnalités que vous pourriez avoir besoin pour éviter de les utiliser dans vos contrôleurs et donc de surcharger vos contrôleurs. On parlera aussi de Single Responsibility Principle, que des méthodes doivent faire qu'une seule chose, que la logique business doit être placée dans des classes services, et tout un tas d'autres conseils qui peuvent être fort utiles dans l'organisation de vos développements. Ensuite, je t'ai ajouté le lien du dernier numéro de Laravel au quotidien, le numéro 42, où, comme à chaque numéro, je te présente quelques liens, en général 5, sur l'écosystème Laravel pour faire ta veille sur Laravel. Et toujours à propos de l'écosystème Laravel, tu peux au choix rejoindre le groupe LinkedIn Laravel francophone que j'ai créé, et ou aller sur le Discord des amis de Laravel France, où il y a une communauté d'entraide autour de Laravel et de son écosystème bien sûr. Il est temps de passer à la rubrique Tu as ton popcorn où je te présente les vidéos intéressantes de la semaine. On commence avec l'ami Johan Dev qui te présente comment il a mis en place un ChatGPT personnalisé pour t'aider à trouver les informations sur ses contenus. Ensuite, on va retrouver l'ami Olivier Poncet dans son apérotech de lundi, où il parle de Bitwiddling, les optimisations de l'extrême. Ce sera ensuite au tour de Ludovic de Laravel Jutsu, qui va vous apprendre à éviter une erreur importante en utilisant Nuxt. Et enfin, Maxime de Purple Giraffe va vous proposer de choisir en 2024 l'approche à choisir pour créer votre application mobile. Code vs no code, gros débat en vue. Et si vous faisiez un don pour supporter cette newsletter? Je vous le dis souvent, le travail autour de Quoi de neuf les devs, la newsletter, les newsletters associées comme celle autour de Laravel, le podcast, toute la veille technique, les petits projets que je développe à côté pour m'aider comme Ripples par exemple, tout ça, ça prend un temps assez conséquent chaque semaine et je ne suis pas contre d'avoir un peu de soutien de votre part. Si vous désirez me soutenir, vous pouvez me faire un don sur PayPal ou Ko-fi, les liens sont dans la newsletter. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent, c'est parfaitement possible aussi, tout simplement, déjà en vous abonnant à la newsletter si ce n'est pas encore fait, et en passant vos prochaines commandes, Amazon par exemple, en passant par mon lien affilié. Petite subtilité sur le lien affilié Amazon, il n'est valable que 24 heures. Donc si vous cliquez dessus, mettez au moins le produit que vous souhaitez dans le panier, car là, vous avez 90 jours pour passer votre commande. Et enfin, comme je l'ai expliqué, depuis très récemment, j'ai mis en place des abonnements directement sur Substack pour cette newsletter, à partir de 5 € par mois, parce que c'est le prix minimum imposé par Substack, ou 30 € par an, ce qui revient à 2,50 € par mois, en sachant que je suis en train de réfléchir à la création de contenu exclusif pour les personnes qui seront abonnées à la newsletter. Voilà, je vous ai tout dit et je vous laisse décider maintenant. À votre bon cœur, messieurs, dames. Passons à présent à la rubrique Mets ton casque, mes concurrents de podcast, on va dire. Alors pour commencer, on a Double Slash, dont le sujet sera, dans cet épisode, développer des projets IA, l'introduction.
Donc je vous lis leur présentation. Dans ce premier épisode de la série IA et Dev, nous allons évoquer les différentes possibilités, outils et lexiques de l'IA pour les projets de développement en IA. En effet, il est aujourd'hui indispensable de s'intéresser aux possibilités d'intégrer l'IA dans nos développements. La demande est croissante, tant de la part des entreprises qui ne veulent pas rater le train, que des utilisateurs qui commencent à avoir l'habitude de retrouver de l'IA dans tous leurs outils. Nous commencerons par le plus basique, simplement utiliser les API des plus grands modèles, OpenAI, Anthropic, etc. Nous passerons par Hugging Face, nous survolerons les RAG, un épisode entier y sera consacré, et nous évoquerons également les questions de déploiement et d'hébergement. Waouh, tout un programme là. Ils font fort chez Double Slash. Je vous conseille d'aller écouter ça. L'épisode podcast suivant, c'est l'épisode de Nicolas Brondin-Bernard de Code Garage, qui, comme je l'évoquais plus tôt dans ce podcast, va vous expliquer la différence entre les termes Internet et Web que l'on peut avoir tendance à mélanger assez facilement. Si vous ne voulez plus faire d'erreurs sur le sujet, je vous encourage à aller écouter son podcast qui dure 8 minutes, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps et vous saurez utiliser avec pertinence Internet ou Web. Dans la rubrique Les sorties de la semaine, grâce à mon outil Ripples que je vous ai présenté dans le dernier numéro, il est beaucoup plus facile de faire la liste de toutes les sorties et encore, l'outil est en train de s'améliorer et offrira un portail plus important d'applications. Mais en attendant, voici donc les sorties de la semaine. Donc nous avons Kotlin qui sort en version 2.1.10 en RC2, Angular en 19.1.2, PHP qui sort les versions 8.4.3 et 8.3.16, Visual Studio qui se met à jour avec une version 1.96.4, l'arrivée de Ruby version 3.3.7, la sortie hebdomadaire de Laravel en version 11.38.2. L'invité de la semaine, je l'ai déjà dit, est Stephen Rhys-Carter, alias Valorine sur les réseaux. Il est Penetration Tester, consultant en sécurité, développeur PHP chevronné. Il est basé à Brisbane en Australie et il travaille avec PHP depuis plus de 20 ans et avec Laravel depuis plus de 10 ans. Pour le reste de l'interview, je vous invite à aller voir la newsletter écrite directement. Vous verrez, comme toujours, c'est une interview très intéressante. Passons à présent à la rubrique La caisse à outils, dans laquelle Guillaume va vous parler de NPM Design Engineers. Donc, c'est une librairie de 829 composants React plus Tailwind. Nous aurons ensuite Olivier Poncet qui nous parle de Serial Studio, qui est un projet qui permet de visualiser facilement des données venant de vos périphériques IoT et pouvant interagir directement avec des ports séries, le réseau et le protocole MQTT. Ensuite, on va retrouver Emulator qui nous propose un générateur de bash profile qui a été testé sous NetBSD, FreeBSD et Linux Mint. Et enfin, les ours de Beersteak m'ont mis sous la vue le post d'Olivier Poncet qui parle de Dogploy, qui est une alternative auto-hébergeable et open source à Vercel, Netlify et Heroku. Elle permet de déployer n'importe quel type d'application et la version 0.17.2 vient d'être rendue disponible. Dans la rubrique Les conférences et événements à venir, on va parler du DevOps d'IDE qui se tiendra le 30 janvier à Marseille, de Rust in Paris qui se tiendra le 14 mars 2025 à Paris, la Laracon EU qui se tiendra du 3 au 4 février 2025 à Amsterdam et le Touren Tech qui se tiendra du 6 au 7 février à Tours. Et j'en profite pour souligner l'excellent travail d'Aurélie Vache, qui tient depuis plusieurs années un GitHub qui donne toutes les informations pour les conférences à venir, où chacun peut contribuer. Et il y a même un site associé pour faciliter les recherches de conf, qui s'appelle developers.events. Il est temps de parler un petit peu d'affiliation. Donc c'est un autre moyen de me soutenir. J'essaie de proposer régulièrement dans cette newsletter un ou plusieurs liens affiliés de logiciels, solutions, livres qui pourraient vous intéresser. Et cette semaine, on parle de Laracast, donc, qui est une référence pour les développeurs Laravel. Mais ça ne parle pas uniquement de Laravel, ça parle aussi d'autres langages. Il y a plus de 500 heures de cours, plus de 2800 leçons sur toute une série de sujets, donc. Et cerise sur les gâteaux, il y a beaucoup de contenu accessible gratuitement.
notamment la série sur Laravel 11, des séries sur PHP. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et si jamais d'aventure vous envisagez de prendre un abonnement via mon lien, eh bien ça permettra de me rémunérer un petit peu sur le temps que vous resterez abonné tout simplement. Dans les demandes de stage, alternance et jobs, on reprend le profil de Jérémy Copin qui est passé la semaine dernière, qui cherche des missions d'ingénieur cloud ops à partir de février sur l'île ou en remote, tout simplement. Une fois que vous aurez digéré toutes ces informations de la newsletter, vous pourrez vous reposer avec un peu d'humour dans la section, dans la rubrique humour justement. Et ensuite, pour terminer, dans la petite info du jour, la rubrique d'Olivier Poncet qui passe tous les jours sur Internet à 12h15 de mémoire. Cette semaine, j'ai retenu le profil suivant. Il y a 97 ans, le 14 janvier 1928, naquit May Arif Kaftan Kassim, radioastronome irakienne. Elle sera connue pour avoir créé le programme universitaire d'astronomie à l'université de Bagdad et la fondation du nouvel observatoire astronomique national irakien. Si vous ne connaissez pas cette rubrique, la petite info du jour, je vous recommande vivement de vous abonner au profil d'Olivier Poncet et vous pourrez recevoir tous les jours cette petite info du jour. Voilà, on en a quasiment terminé. Si vous avez tenu jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à la newsletter, eh bien, je vous propose de le faire. C'est le moment parfait pour le faire. Et sinon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao les devs!